Allez, donc c'est parti. Ah bah non, c'est pas parti. Dans 30 secondes. Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Éclosion. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Fanny Stats. Elle a créé une entreprise, un concept qui n'existe pas. Elle va nous raconter son parcours, ses défis, ses réussites. Salut Fanny, comment tu vas ? Bonjour David, ça va très bien, merci. C'est pas ton premier podcast ? Non. Bah, tu commences à être un peu habitué là maintenant. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bah alors oui, je m'appelle Fanny Stats, j'ai 30 ans et je viens de Pau. Voilà, je suis gérante de ma société depuis 1 an aujourd'hui, enfin bientôt 1 an. Ouais, société qui s'appelle Telco. Je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un concept un peu particulier, on va en discuter tout à l'heure. Sur cette première partie, j'ai vraiment envie de parler de toi, de savoir d'où tu viens, comment t'es venue cette idée, pourquoi t'as choisi ce parcours entrepreneurial dans ta vie. Ça marche ? Pas de problème. T'es à l'aise avec ça ? Tu veux un café ? Non, toujours pas. Toujours pas. Désolé, 4 fois que je le demande. Donc tu es né à Pau, c'est ça ? Tout à fait. T'as pas 32 ans, t'as 30 ans. Oui. J'ai noté 32 sur ma fille, je me suis fait gronder. T'as 30 ans, c'est important. 2 ans, c'est beaucoup dans une vie. Exactement. Et dis-nous, de quel milieu social tu viens ? Tu viens du monde de l'entrepreneuriat ou Oui, alors mon père était chef d'entreprise, il l'est toujours. Ouais. Et un de mes 2 frères aussi. Ok. Voilà. Donc il faisait quoi ton père ? Alors mon père avait un magasin de vente et de réparation de 2 roues sur Pau. Ouais. Pendant très longtemps, il avait une belle enseigne avec un magasin de plus de 400 mètres carrés. Ouais. Et mon frère est chef d'entreprise aussi dans le secteur des ambulances. C'est un grand frère, petit frère ? Grand frère. Grand frère, ok. Et ta maman ? Ma maman, elle était conjoint collaborateur. Conjoint collaborateur. Tout à fait. Ok, Donc elle ça s'est marche. investie aussi beaucoup dans l'entreprise de mon père. Ouais. Voilà. Et tes parents, ils voulaient que tu fasses quoi quand t'étais petite pour que tu les rendes fiers de toi ? Ils voulaient que tu, par exemple, tu continues dans cette voie-là de l'entrepreneuriat ou pas du tout ? Alors, je t'avoue médecin. que j'ai appelé ma mère pour lui demander parce qu'elle m'a jamais donné Rien ? rien. Mais Ma c'est mère, bon. quand je lui ai demandé, là, il y a 5 minutes, qu'est-ce que tu aurais aimé ? Elle me dit juste que tu travailles à l'école. Ah, Voilà, et que tu fasses des études. Ce on que j'ai pas reviendra fait. après sur ce côté-là de ta vie, effectivement. Ouais. Voilà. Donc elle voulait que tu fasses des études ? Oui. Mais non. Non, il n'y a pas de parcours. pas de Quand parcours. je cherchais un peu ma voie, mon père m'avait juste dit, parce que j'avais eu l'idée de partir dans l'esthétique fut un temps, quand j'étais plus jeune, et il m'avait dit, tu vas pas bien gagner ta vie, tu risques d'être malheureuse. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait d'études d'esthétique. Donc déjà, il voulait quand même que tu gagnes bien ta vie. Il le savait que je serais plus heureuse comme ça. En gagnant plus d'argent. Voilà. Il savait déjà que... Déjà. D'accord. C'est quelque chose qui t'intéressait. Oui. Tu lui demandais beaucoup, papa, est-ce que tu peux m'acheter ça ? Exactement. Ouais. Je vois que j'ai vu tout à l'heure, parce que bon, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Hein. On est allé manger ensemble et on a fait connaissance. Oui. Et j'aime beaucoup ton énergie et ton tatouage. Ouais. J'ai vu ça Lequel ? tout à l'heure. Celui-là ? Bah, maman et papa, Ouais, quoi, en anglais. Mom and Dad. Ouais. Mom and Dad. Super accent. C'est toute ma vie, mes parents. C'est vrai ? Ouais. Ils ont une place importante dans ton parcours et dans ce que Tout tu à fait. fais. Ils m'ont toujours soutenue, ils ont toujours été là pour moi. J'ai pris beaucoup d'exemples aussi sur eux, en voyant mon père travailler beaucoup, il n'était pas beaucoup à la maison, mais il a toujours fait en sorte qu'on manque de rien, qu'on soit gâtés, et il travaillait beaucoup, et c'est ça qui m'a donné aussi envie aujourd'hui de monter ma société, parce que j'ai vu qu'il nous a rendus heureux, et il l'était aussi, donc ça a été un modèle pour moi. Toi, t'as vu ton père heureux quand t'étais petite, il travaillait, il était entrepreneur. Tu m'as raconté une histoire, d'ailleurs, c'est grâce à toi qu'il a commencé... Tout à fait, c'est ça. En sortant de la foire exposition de Pau, je devais avoir 4 ou 5 ans. Il travaillait dans une société de réparation aussi de 2 roues à cette période-là. Il était salarié, quoi. Il était salarié, tout à fait. Et en traversant la route, j'ai couru derrière lui et je lui ai fait un cloche-pied. Et pourquoi t'as fait ça ? Et parce que... À 4 ans, on réfléchit pas. Non, mais j'ai même pas fait exprès en plus, c'est ça le pire. C'est que j'ai couru derrière lui et je me suis pris dans ses jambes. Parce que mon père est très grand en plus, donc je me suis pris dans ses jambes et je l'ai fait tomber. Ouais. Il s'est relevé, il avait mal aux côtes, il est parti aux urgences, donc côte cassée, il s'est mis en arrêt maladie. Ça s'est pas bien passé avec son employeur à l'époque. Il y avait eu quelques différends, je m'en souviens même plus aujourd'hui. Et c'est de là qu'il a décidé d'arrêter d'être salarié, qu'il a créé sa société. Donc c'est grâce à toi. Voilà, mettez des cloches-pieds à vos parents. Ah ouais. Voilà, c'est le conseil du jour. J'espère que mes enfants n'écouteront pas.
n'écouteront pas cet épisode. J'ai pas envie de tomber, même si je suis pas très grand non plus, quoi. Je vais pas tomber de très haut, mais je suis pas très petit non plus. Enfin bref, on peut pas là pour parler de moi. Ok, donc tes parents ils voulaient que tu fasses, enfin ta mère en tout cas tu l'as dit, Oui. Des études. À 18 ans tu arrêtes tes études et tu rejoins ton frère à Montpellier. Tout à fait. Pourquoi tu fais ce choix à 18 ans d'arrêter tes études globalement, tu vois, et de Alors partir, moi j'étais pas très école. Ouais. J'ai pas toujours été très bonne élève, très assidue, ça m'intéressait pas. Les seules choses qu'on me disait à l'école, c'est que j'avais la tête dans les nuages, j'arrivais pas à me concentrer, je me mettais vite dans ma bulle et je me dispersais, on n'arrivait pas à m'accrocher en fait en cours. Donc j'étais pas quoi. Voilà, j'étais pas très très bonne élève, faut dire ce qui est. Il y a que en vrai quand je suis rentrée au lycée, j'ai fait ma dernière année en CAP vente. C'était option non alimentaire, quelque chose comme ça. J'ai eu une très bonne professeure qui a su me captiver dans ce milieu-là, mais c'était la seule matière où vraiment j'avais envie de travailler. Et puis après on a eu l'opportunité de partir à Montpellier, donc j'ai arrêté mes études, voilà, tout simplement. Donc CAP, c'est ça? C'est ça. T'as arrêté au CAP vente. CAP vente, à 18 ans. À 18 ans, et là tu découvres une passion pour la vente, c'est quelque chose qui te plaît à ce moment-là? Tout à fait. Et là tu te dis, c'est vraiment ce que je veux faire? Oui, parce qu'on fait des stages, donc j'ai testé plusieurs choses, de la vente, de la restauration, un peu de tout. Et c'est vraiment la vente, le contact client en fait, que j'aimais beaucoup. Ouais. La relation client. Tout à fait. Ok. Et donc quand tu vas chez ton frère, tu fais quoi à ce moment-là à Montpellier avec ton frère? Alors j'arrive à Montpellier, donc je découvre un petit peu la ville, et puis à ce moment-là j'ai décidé de reprendre peut-être mes études, parce que Montpellier est une ville qui est très étudiante. Voilà, très étudiante. Donc les seuls jobs qu'on trouve, c'est du 24 heures en temps partiel ou 10 ans d'expérience pour vendre des chaussures. C'était tout ou rien. En fait, il n'y avait pas de juste milieu. Donc je me suis dit, je vais reprendre mes études en alternance. Donc j'avais trouvé une école, j'avais trouvé un employeur. Puis dernier moment, l'employeur, il n'a pas pu me prendre parce qu'il y avait des travaux dans sa rue. Donc ça fermait complètement sa rue. Ah ouais, okay. Donc du coup plus du tout de bassage, donc plus du tout de besoin de main d'œuvre. Donc il me dit je peux pas tout simplement te prendre finalement. Et donc du coup j'ai cherché un travail, mais en arrivant avec un simple CAP, en ne connaissant pas la ville, le seul travail que j'ai trouvé c'était chez Quick. Voilà. Chez Quick dans la restauration. Et après tu commences à bosser avec ton frère? Non, moi j'ai pas bossé avec mon frère. Ah, t'as pas bossé avec ton frère? Mais j'ai rien compris. C'est ma mère qui travaille. Ah, c'est ta mère, oui, qui a travaillé avec ton frère. Okay. Voilà. Donc oui, là encore dans la vente, tu continues à développer tes capacités de vendeuse hors pair. Voilà. Je proposais des menus maxi au lieu de menus normal et ça marchait super bien. C'est vrai? Ouais. Je leur laissais pas le choix. T'as eu beaucoup de menus maxi? Beaucoup. Moi je déteste ça. Tu sais, quand t'es à la borne, et il y a que chez Quick qui font ça. Ouais. C'est ça. Vous préférez pas plutôt Bah non, en fait, j'ai déjà lu le menu pendant 10 minutes parce que je fais la queue. On est obligé, c'est la phrase d'accroche. Et vous êtes sûr, vous voulez pas un dessert? Non plus. Je peux vous proposer le brookie. Et tu sais ce que je leur réponds à chaque fois? Par contre, je veux bien du sel. Juste pour les faire chier, tu vois. Comme si on cherchait les petits sachets. C'est comme ça, c'est moi qui ai le dernier mot. Donc après ça, tu rejoins... c'est juste après Montpellier que tu rejoins une entreprise donc, du secteur des télécommunications? Alors à Montpellier, j'ai fait plusieurs petits travails avant de rejoindre ça. T'en avais marre de vendre des burgers? En fait, je suis passée manager, mais officieusement. Chez Quick? Voilà, chez Quick. Sauf que j'avais le poste, mais j'avais pas le salaire, j'avais pas le badge, j'avais pas le cadre, j'avais pas l'autorité, même si on me l'a donné. T'avais le badge en formation aujourd'hui pour mieux vous servir demain? Non, même pas. J'avais juste marqué... Parce que la dernière fois, je lui ai dit, je reviens demain, du coup. Et c'était mieux ou pas? Moi, c'était toujours aussi long. Comme quoi, ça marche pas tous les coups. Non, ça marche pas. Donc Quick, après tu fais quoi? Après Fnac, c'est ça? Donc après, oui, j'ai bossé à la Fnac, j'ai bossé à la... Alors non, en sortant de Quick, j'ai été faire des petites courses à Centracor. Et en fait, j'ai vu la caissière galérer et le manager, le directeur derrière excéder. Il en pouvait plus et je leur ai dit, mais vous cherchez pas quelqu'un? Je cherche du travail, je viens de finir mon expérience. J'ai allé comme ça. Ouais. Il faut y aller au culot. Il faut y aller au culot. Je l'ai vu et le manager ou pour remplacer la caissière? La caissière. Pauvre caissière.
Mais en fait, je la voyais galérer et tu sentais que c'était pas fait pour elle, quoi. Mais elle est restée, En plus, ça a été ma collègue après. Ah oui, non, parce que comme il y avait une place qui se libérait chez Quick, du coup, tu aurais peut-être pu... Échanger. Non. Et donc, du coup, j'y étais vraiment comme ça. Je dis, vous cherchez pas quelqu'un, parce que même moi, j'étais déprimée d'attendre 10 minutes pour me faire encaisser. Et du coup, il m'a dit, suivez-moi au bureau, on a fait un entretien de 5 minutes et j'ai commencé le lendemain. Donc, après Quick, j'ai fait Centracor, après j'ai fait la Fnac. J'ai arrêté la Centracor parce que du coup, c'était un petit CDD qui m'avait proposé. Après, j'ai travaillé à la plateforme du bâtiment. Après, j'ai fait manager chez Célio. T'as enchaîné, quoi. Ouais. Sur cette période-là à Montpellier, en fait, t'as pas été prise dans l'entreprise de démarrage et tu t'es dit, je vais m'auto-former, je vais faire tous les secteurs. Exactement. En fait, toute expérience, c'est bon à prendre. Ouais. J'ai appris sur toutes les expériences que j'ai faites, j'ai appris quelque chose. Et en fait, mon père a ouvert un restaurant à ce moment-là sur Montpellier, donc il m'a demandé de lui donner un coup de main. Ton père a ouvert un restaurant D'accord. Restaurant de quoi ? Lui, alors, le 6-4, il a appelé. Le 6-4 C'est original, il faut savoir que ton père, donc, il est dans le 64, un pot. Mais il a ouvert à Montpellier un restaurant spécialité basque à la base, mais que c'était une brasserie du midi. Il y avait quelques le burger basque, la pizza 6-4. Et il m'a demandé de lui donner un coup de main, que j'ai fait vraiment parce que c'est mon père et que je l'aime. Parce que c'était vraiment pas fait pour moi, la restauration. Gravé dans ton bras. Gravé. Je lui ai dit, t'as de la chance d'être là. Et en fait, pendant cette expérience, j'ai une dame qui m'a alpagué à une table et qui m'a dit, t'es sympa, t'es péchu. J'ai dit, non, mais je suis pas intéressée. Je savais qu'elle vendait je savais qu'elle vendait des mutuelles, qu'elle travaillait dans les mutuelles. J'ai dit, je suis pas intéressée, je suis bien couvert, vous inquiétez pas. Et tu faisais quoi dans le restaurant de papa ? Je servais. Je faisais de tout et de rien. Je partais en cuisine. T'étais polyvalente, quoi. Voilà. Je faisais des desserts. Quand le serveur était, le cuisinier était absent, je faisais moi les entrées, je sais cuisiner à peu près, donc j'ai aidé quand il y avait besoin. Et elle me dit non, pâte au jambon, quoi. Pardon. Plus pas quand même. Je peux pas faire payer ça 12 €. Ce qu'elle me disait tout à l'heure. Ça me manquait les pâtes au jambon. Et donc du coup, je l'ai un peu rembarré. Tu peux faire des pâtes au jambon de Bayonne, pardon. J'aurais pu avec du brebis, ça aurait pu bien jambon passer de Bayonne. en vrai. T'imagines ? Je suis sûr que ça passe. Ouais, mais il faut le vendre dans un restaurant quand même, pâtes au jambon. En menu enfant, oui, mais... Demande à Mickaël. Il va te le vendre. Il a fait une école de commerce. Tu me les vendrais ? Pâtes d'Espelette au jambon de Bayonne. C'est ça. Putain, ça aurait bien marché. J'aurais dû te rencontrer avant. Produit du terroir, bam, labellisé. Ça marche. Allez, on passe. On va rajouter la carte du menu. Donc tu faisais un peu de tout et ton père. De tout et de rien. Et donc du coup, cette femme elle est venue vers moi et elle m'a dit qu'elle serait intéressée par mon profil. Et donc je lui ai dit pourquoi pas, on fait un entretien. En fait, c'était pour travailler en tant que commercial chez Ma Santé Facile. Enfin, c'est une filiale du groupe Swiss Life. Qui était vraiment conseillère de proximité en protection sociale, retraite Madeleine, tout ce qui est travailleurs non salariés, etc. Et donc j'ai travaillé 2-3 mois là-dedans, mais ça m'a pas forcément plu parce que c'était beaucoup du B2C et pas du B2B, et c'était très compliqué de rentrer en contact, et surtout que nous, on était... Mais c'est quoi, cette plateforme téléphonique ou Non, vraiment en direct. En direct, voilà. Donc tu allais voir les gens chez eux. Tout à fait. Donc du coup, voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, c'était très compliqué. Donc j'organisais des petits foires aux questions dans des EHPAD, des choses comme ça pour. C'est quand même du développement commercial. Voilà, quoi. pour essayer d'aborder des clients, mais c'était très très compliqué. Donc du coup, ça m'a pas trop plu, donc j'ai arrêté au bout de quelques semaines. Mais j'aimais le métier en soi de commercial, mais pas B2C. Tu as fait la formation en Swiss Life ? Oui, une semaine à Lille, au siège de Swiss Life, tout à fait. À Lille, ok. Mais là, déjà commercial sans permis. Ah ouais, t'avais pas le permis ? C'est Mickaël qui vient nous donner l'info. Ouais, j'ai menti. T'as menti ? Je me suis dit que je l'avais. T'as fait un faux permis et tout ou... Non. Ils ont pas vérifié ? Ils ont dit envoie les papiers et... T'as pas envoyé ? J'ai attendu de vite passer le permis avant de leur envoyer. Ah ouais, ok, d'accord. Et t'as commencé sans le permis, mais tu conduisais déjà avant ? Oui, mais oui. Ouais. Ouf. Personne n'est mort ? Non. De toute façon, tu vendais des assurances vie. Au pire, je rentrais dedans, je vous équipe aussi. Donc ouais, c'est vrai que ça a été un peu compliqué de faire commercial sans permis. Enfin, mais après, il faut toujours, faut pas se mettre de barrières. Il faut essayer de passer au-dessus des barrières, comme je dis. Mais si la porte elle est pas ouverte, tu passes par la fenêtre. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait typiquement Bella, par exemple. C'est très débrouillarde, quoi. Voilà. Depuis
Depuis toujours. Exactement, tout à fait. Et c'est donc, une force de caractère. Oui, c'est important, surtout dans le métier de commerce, parce que si on n'a pas un minimum de force, de persuasion, ça peut être compliqué comme métier. Voilà. C'est pas un métier pour tout le monde, quoi. Il faut vraiment... faut aimer être le commercial, tu l'as en toi, quoi, c'est ça. C'est ça. C'est la fibre commerciale, tu l'as en toi ou tu l'as pas. C'est ça, c'est vrai. Exactement, tout à fait. On peut apprendre tout ce qu'on veut sur les bancs de l'école, mais si on n'a pas ce petit truc, ça, pour moi, ça passera pas. Et pour toi, c'est quoi ce petit truc, la fibre commerciale? Si tu devais la définir. Franchement, c'est d'être à l'aise avec le client, et quand il a un rendez-vous avec un commercial, faut pas qu'il se dise qu'il a un rendez-vous avec un commercial. Il a un rendez-vous avec qui? Avec sa femme? Qui veut. Je suis qui veut tant qu'il signe. N'importe quoi. Non, je rigole. Elle est complètement folle. Elle est complètement folle. Mais voilà, faut pas qu'ils ressentent le rendez-vous, voilà. Non, il faut que ce soit un bon moment, quoi. Faut comme il disait à l'époque, on arrive avec notre mallette, voilà, on déballe tout notre truc, on laisse pas parler le client. Tout ça, ça marchait à l'époque. Maintenant, le client, il a besoin qu'on soit là, qu'on le rassure, qu'on l'écoute. C'est très important, qu'on le valorise, lui et sa société, parce que maintenant qu'en plus, j'ai créé la mienne, je vois le travail que ça peut être. C'est important aussi d'être valorisé sur ce qu'on fait. C'est un peu de la drague, quoi. Exactement. C'est du théâtre. Swiss Life, ok. Juste après ça, c'est à ce moment-là, c'est juste après Swiss Life que tu rentres chez SFR Business. Non, toujours pas. Ah, punaise. J'étais presque. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie? Je t'ai dit. Ah, mais moi, j'en ai fait. J'ai fait des ménages, j'ai fait de la plonge, j'en ai fait. Même le week-end, je bossais. Et c'est de tout. Comme je dis, même en faisant le ménage, j'ai appris plein de choses. J'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui pouvaient avoir des Airbnb et que je pouvais aller faire le ménage là-bas. Et que ça pouvait me rapporter aussi du coup de l'argent. Voilà. En fait, tu as toujours été guidé par cette recherche de l'argent. Ouais. Tu t'en c'est le nerf de la guerre. Ouais. Bah oui, bien sûr. Quand t'en as. Si on n'a pas d'argent, on mange pas. Si t'as pas d'argent, tu manges pas. Moi, je mange du caviar. C'est pas vrai en plus. J'aime pas ça. J'aime pas ça, donc ça veut dire que t'en as déjà goûté. Oui, fut un temps. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Quel temps? À quel moment de ta vie t'as goûté du caviar? Moi, j'en ai jamais goûté. À Noël. C'est pas, tu sais, c'est pas les trucs là, les œufs de lampe. De lampe. De lampe. Les œufs de lampe là, tu vois. C'est pas du caviar, ça. Non. Tu le sais, hein. Non. Ok. Du vrai caviar, t'as déjà goûté du vrai caviar? D'accord. Non, mais je te crois, c'est pas la peine de me regarder comme ça. On dirait qu'elle va me tuer. Mais non, mais je sais pas. Je savais pas que c'était quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Mais quand même, attends, on va regarder sur internet combien ça coûte super cher. C'est pas moi qui l'ai payé, donc je sais pas. Bah voilà. Moi j'ai juste goûté, j'aurais pas mis tout cet argent là-dedans, après avoir goûté. Non. Et tu mets ton argent dans quoi alors? C'est quoi tes passions, ce que t'aimes? En vrai, pas grand-chose. C'est vrai? Ouais. Rien me suffit. Non, c'est vrai en plus. J'ai pas forcément de passion, je dépense pas forcément d'argent dans quelque chose, mais je trouve qu'il est important, et surtout aujourd'hui, de pouvoir aller faire ses courses et tout simplement même alimentaire, et de pouvoir les faire tout simplement sans batailler, quoi. En plus maintenant t'as une fille. C'est un luxe. Et c'est important aussi pour... Exactement. Pour toi de lui... Et puis elle m'en demande des Barbies, et des Peppa Pig et des cils. Non, mais ça c'est tous les gosses. Voilà, il faut aller bosser. Ça c'est tous les gosses. Donc qu'est-ce que t'as fait alors après Swiss Life et juste avant SFR Business? Bouygues Télécom. Bouygues Télécom. En boutique. Voilà. À Montpellier. À Montpellier toujours. Okay. Et j'étais en boutique de centre-ville, et ça me plaisait pas du tout d'être toute la journée à stagner debout, à attendre le client pour essayer de leur vendre un portable ou une coque. Il y avait de tout aussi. Des gens qui avaient besoin d'aide, qui avaient que un téléphone et qui vivaient dans la rue. Il y avait des gens qui voulaient acheter des iPhones à tout prix. Et en fait, c'était compliqué de gérer tout ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai été sur Indeed, parce que pour moi, c'est ça qui m'a ouvert beaucoup de portes. Mine de rien, c'était un très bon site pour moi à cette époque-là. J'ai été sur Indeed. En fait, je postulais à tout ce qui pourrait... potentiellement m'intéresser, et je faisais des entretiens. Où t'avais potentiellement la place, quoi. Exactement. Qui pourrait m'intéresser, évoluer, voilà. Vente. Et c'est là que tu trouves donc SFR Business. Tout à fait. Ok, on y arrive. On y arrive. Parce que c'est quand même le tremplin après vers... Exactement, tout à fait. Vers ta boîte. C'était une très belle expérience. C'est ça qui a transformé ta vie. Exactement. Une belle expérience, mais tu me disais quand même avec quelques embûches. Oui.
Et bon, comment ça démarre alors du coup chez SFR Business? En trombe. En trombe. Donc je déménage à Pau, je redéménage à Pau parce que du coup moi je suis de Pau, donc je suis partie à Montpellier, je reviens sur Pau, je pars donc en formation sur Chartres pour être formée par SFR et 4 jours après on nous met sur le terrain et on nous dit que le meilleur gagne. Donc la formation, là, c'est là que tu commences à faire du théâtre. Exactement. On a été formés par des comédiens qui nous ont appris comment rentrer dans une entreprise, comment faire du brise-glace, que le métier de commercial était une pièce de théâtre, qu'il fallait jouer un rôle. Et voilà, et on a été formés sur tout ça pendant 3-4 jours. Et là, ça, tu le savais déjà finalement, avec les expériences que tu avais fait avant. Oui. Ça vient conforter ce que tu connais déjà de la vente. Exactement. Et ça vient un peu le formaliser, quoi. Exactement. Ouais. Ça nous donne des clés en plus, tout à fait. Et à quel moment vous parlez d'offres? En formation? Ouais. Jamais. Non. Donc c'est vraiment... Vaguement, on nous a dit ce qu'on pourrait peut-être potentiellement vendre 3 jours après. D'accord. Mais... Donc grosse formation sur... sur le métier de commerce. Sur le métier de commercial. Voilà, de commercial. Pratique commerciale. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Comment aller vendre. Ok. Pas ce qu'on va vendre. Comment on vend. Voilà. C'est le vieux sketch, tiens, vends-moi ce stylo. Fais-moi une signature. Je la connais, la réplique. Ok, donc après ça, tu vas directement sur le terrain, après 3 jours de formation. C'est ça. Qu'est-ce qu'on te dit à ce moment-là? Vas-y. Mais vraiment que le meilleur gagne. On était 3 ou 4 sur un secteur et celui qui vendait le plus restait à la fin. Ah ok. Voilà, tout simplement. Sur une semaine? Sur une semaine, 2 semaines. 2 semaines? Grand max. Voilà. Tu gagnes? Bien sûr. Tu les as défoncés? Tout à fait. On m'appelle Rocky. Rocky. La Rocky de la vente. Donc là, tu gagnes ce challenge et en fait, tu gagnes le droit de continuer dans l'aventure. Exactement, tout simplement. Voilà, c'était vraiment Koh-Lanta. On s'appelait, t'as vendu combien aujourd'hui? Moi, j'ai vendu tant. La fin de la soirée, bon, on savait pas qui c'est qui a vendu le plus. Le stress, pas le stress. On voyait qu'il y en a qui restaient pas, qui étaient pas assez là-dedans parce que, en fait, c'était du terrain toute la journée. Ouais. On avait un secteur qui nous était dédié et toute la journée, il fallait prospecter sur ce secteur et vendre, tout simplement. Okay. Voilà. Donc tu vends des solutions de téléphonie et basique. Box. Voilà, box téléphonie fixe et mobile. Fixe et mobile, ok. La base. Des professionnels. Voilà, des petites TPE. Petites TPE, style boulangerie, salon de coiffure, tabac, voilà, tout à fait. Okay. C'était ma cible. Ok. Voilà. Ok. Et donc tu y arrives. Tu progresses dans l'entreprise à ce moment-là ou tu continues Non, j'ai fait ça. En fait, du coup, j'ai réussi à rester. Donc, moi, sachant qu'on était 500 à la base. Hein. Combien 500. 500. Voilà, donc on était 500 à être rentrés. Et voilà, et on avait un gros challenge. Ils ont mis beaucoup d'argent. 495. Ah oui, c'est vrai. Non, mais voilà, il y en a beaucoup qui sont... Voilà, on a été dispatchés partout dans la France. Ouais. Chacun sur son secteur et puis voilà. Ah oui, voilà, c'était... Et donc toi, ton secteur, c'était sud-ouest, quoi. Voilà. Ce moment-là, c'était Tarbes. Tarbes. Voilà. Plus spécifiquement. Ouais, voilà. 65. Et après, sur le début, j'étais qu'au 65. Voilà. Okay. Donc tous les jours, je faisais Pau, Tarbes et ça te plaisait à ce moment-là, ce que tu faisais? Oui. Ouais. Parce que j'apprenais et puis c'était challengeant. Et tu gagnais beaucoup d'argent. Et je gagnais de l'argent aussi. Voilà. Mais il y avait du challenge et moi, c'est ce que j'aime. C'est vraiment, voilà. Ouais. T'as réussi à relever ce challenge facilement? Oui. Ouais. En fait, c'est du travail. Ouais. C'est du travail, c'était de 8h à 20h sur le terrain. Ouais. Que les sociétés elles ouvrent et que les sociétés ferment. D'accord. C'est du travail et en même temps, j'ai pas envie de dire de l'acharnement, mais il faut y aller, quoi. Ouais. Ouais. Si tu veux plus de contrats, il faut voir plus de clients, quoi. Voilà, il faut forcer. Il y a des fois, on me disait j'ai pas le temps, ok, j'attends. Et au niveau de ta direction, ils te disaient quoi? Bravo, félicitations, tu peux aller plus loin. Exactement. Tu peux faire plus, ils étaient contents de m'appeler parce que je suis celle qui vendait le plus de toutes les personnes qui ont été recrutées en tant que TPE. Sur toute la France? Sur toute la France. Donc je vendais pratiquement moi le plus. On était 2-3 à se challenger, mais j'étais souvent dans les premières, mais parce que, encore une fois, quand mon responsable à 17h30, il finissait sa journée, il appelait les commerciaux qu'il avait sur le secteur, parce qu'on était une dizaine sur
sur l'agence de Toulouse. Donc, on était sur Toulouse, il devait y en avoir 4 ou 5. Ouais. Après, il y avait du Gers, voilà, moi, Tarbes, etc. Et à 17h30, quand il y en a que j'ai appelé parce que j'avais une question, il me disait je suis à la piscine, j'ai pas le temps de te répondre. Voilà, il faisait. En fait, on était libre. Le métier de commercial, c'est ça aussi qui peut être vicieux, c'est qu'on est quand même relativement libre. Donc, on peut vite se laisser disperser sur tiens, la boutique elle est sympa, je vais faire un tour, et puis on prend un peu de temps, on va dans celle d'à côté, on discute, et il est 17h, allez, j'en ai marre, j'arrête, je rentre, voilà. Et en fait, moi, quand il m'appelait à 17h30, j'étais la seule qui lui disait tant que je n'ai pas signé, je rentre pas. Ah ouais. Voilà. Et tant que je signais pas, je rentrais pas. T'as dû créer des jalousies, non? Oui. Oui. Un petit peu. Un petit peu, beaucoup? Un petit peu. Non? Un petit peu. On essayait de prendre ma place en première. Donc, des fois, il fallait qu'il bosse plus, quoi. C'est ça. C'est surtout que sur une agence de 12 commerciaux, on était 2 filles et 10 garçons, quoi. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est vraiment un peu cruel. Un secteur très masculin, quoi. C'est très masculin. Ouais. Très, très, très. Et ça se ressent quand t'as une fille? Ah oui. Oui. Genre, il y a des blagues, il y a des... Oui. Il y a des blagues, il y a des comportements, il y a... Oui, c'est une fille, on l'écoute pas forcément. Voilà, quand je donne des conseils, comme disait, oui, Fanny, tu ferais quoi là? Ça parlait derrière, ça écoutait pas, même si j'étais première, parce que pas de conseils à prendre de elle, quoi. Ah ouais? Nous, on a 30 ans, des fois, il y en avait des plus vieux que moi, hein, parce qu'ils ont embauché des gens jusqu'à 50 ans. Hein. Ah oui. Ou des commerciaux vieux de la vieille, voilà, aussi. Mais qu'est-ce qu'elle va nous apprendre, celle-là, quoi. Ah ouais. Ok. Et toi, ça te challenge encore plus, j'imagine. Voilà. Ouais. Ça je vais vous apprendre. Ne vous inquiétez pas. Je suis la petite Jeanne, là, j'arrive. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait... Mais en même temps, t'étais première, quoi. Voilà, c'est ça. Ou dans le top 3. Exactement. Ils t'ont donné d'autres responsabilités après? J'ai eu à former des collègues à moi, du coup. Ouais. Principalement des hommes, du coup. Ouais. Que j'accompagnais sur le secteur. Je leur montrais comment je faisais. Je les regardais, je leur donnais des conseils. Je leur donnais des signatures à moi pour pas que... Parce que comme on avait des objectifs et qu'ils les faisaient pas, c'est le métier qui est cruel, hein, commercial. Tu fais pas le travail et tu nous coûtes de l'argent, tu t'en vas, quoi. Ouais. Donc je donnais des signatures, voilà, j'accompagnais, on faisait beaucoup de prospection à 2, 3, voilà. Puis c'était sympa aussi. Et maintenant, ces gens-là que j'ai formés, c'est encore des amis à moi que j'ai souvent au téléphone. Ouais. Parce que du coup, on crée de l'amitié avec tout ça. Bien sûr. Et voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai eu formé. Je suis passée aussi en conférence nationale devant 1500 personnes. Ah ouais? Pour raconter quoi? Pour raconter pourquoi moi j'y arrive, comment ça se fait que j'arrive à faire autant. Ça me fait penser, tu sais, je sais pas s'il y a des séries là, tu vois, sur l'industrie pharmaceutique, tu sais, un peu à scandale sur les médicaments, la dépendance aux médicaments, tout ça, tu vois. Il y en a une là, qui montre comment les commerciaux étaient formés. Okay. Ça s'apparente un peu à ça, genre vous êtes formés à vendre plus, toujours plus, exactement. À essayer de rentrer en contact avec les clients d'une certaine manière, de les charmer. Tout à fait. Ça ressemble à ça? Exactement. La formation? En fait, faut vraiment... Après, la formation qu'on T'avais des primes? Nous... Ah oui, des primes, j'en avais. Oui, heureusement. C'est ça qui faisait que ceux qui avaient envie, ils gagnaient bien. Et parce que, encore une fois, quand on est commercial... Ouais. On peut gagner bien sa vie. Il y avait un système de primes qui te poussait à vendre toujours plus. Tout à fait. Tu avais un objectif de temps par mois. Et puis en plus, si tu le dépassais, tu avais des boosters. Des boosters. Voilà, ça s'appelait des boosters. Donc ça te doublait des fois ta prime. Après, tu avais les primes trimestrielles, les primes annuelles. Enfin, il y avait tout le temps de quoi... Il y a tout le temps un système qui te pousse à vendre de plus en plus. Et puis, tu n'as pas le choix, tu es responsable d'agence. Est-ce que ça ne crée pas des comportements un peu déviants chez les commerciaux? Oui. Si. Certains, ils vendaient des choses qui n'avaient pas besoin, des contrats soi-disant à 0, mais qui nous rajoutaient quand même dans les objectifs. Enfin, on a il y en a certains qui piquaient sur le secteur des autres parce que on ne peut pas tous être sur le même secteur, donc c'est réparti quand même convenablement. Mais il y en a, ils s'en foutaient, quoi. Ils allaient où il y avait à boire, à manger et ils te marchaient dessus. C'est un métier où il faut être un minimum dur parce que sinon c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Et toi, tu voyais ça comment? Tu prenais ça comment? Tu te disais, tu faisais la même chose ou tu te disais non, c'est pas bien, il faut pas faire ça? C'est très frustrant. Très frustrant parce que moi, on me l'a fait beaucoup la réflexion.
parce que j'ai eu une animatrice commerciale qui m'a accompagnée, parce que c'était son job de venir avec nous, des fois en rendez-vous, suivre nos primes, voir ce qu'on faisait, comment on vendait, nous aider, voilà. Et qui me le disait, mais essaye d'être plus dur, regarde lui, il veut te piquer ça, mais moi j'y arrive pas. Il le faut un petit peu, donc je disais rien en fait. Moi, comme je suis pas comme ça, je disais pas les affaires qui allaient rentrer, qu'est-ce que j'allais faire, sur quel secteur, et je faisais mon petit truc toute seule. Voilà, dans mon propre coin. Quoi. Voilà. Mais tu y arriverais quand même. C'est-à-dire que oui, on n'est pas obligé. T'étais dans le top 3, plus souvent première, et sans avoir de comportement déviant. Non. Ça marchait. Exactement. Mais ça peut que marcher. Moi, je pense. Parce que tu avais une relation avec tes clients qui était saine et, tout à fait. Et durable. Exactement. C'est fidéliser ses clients, les accompagner, puis pas lâcher l'affaire. Voilà. C'est ça qui est important. Et à partir de là, c'est à partir de ce moment-là que tu te dis il y a un truc à faire pour ses clients, pour Même pas encore. TPE, non ? Même pas encore. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été quoi le déclencheur ? Ça a été le décllencheur, c'est quand j'ai, arrêté SFR. J'ai arrêté de travailler là-bas. Alors on dit SFR, ok, c'est pas, on n'a rien, enfin moi j'ai rien contre SFR. Ah non mais attends, on recommence si tu veux que je coupe. Non, pas du tout. Il n'y a pas de souci. Après, il n'y a pas que SFR, il y a d'autres certainement marques qui ont aussi des pratiques commerciales mais toutes. Pas douteuses. Mais toutes. Voilà, toutes les sociétés. C'est malheureusement... surtout dans la téléphonie. Comme ça, quoi. On a le monopole... santé voilà. aussi, mais c'est ça, mais dans la téléphonie, on a le monopole qui est par 3 gros opérateurs. Ouais. Et je suis passée déjà derrière des commerciaux d'autres marques qui étaient pires que ça, ou voilà, qui faisaient des choses qui n'étaient pas... Ou discuter avec d'autres. Enfin, c'est partout, moi. Ouais, ce qu'on faut pas se leurrer. Surtout sur le côté business, quoi. C'est ça. Parce que là, effectivement, les prix, comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de tarification, c'est sur devis, en fonction des besoins. Tout à fait. Du coup, effectivement, il peut y avoir des abus de la part de certains commerciaux. Pas tous les commerciaux, non, mais certains. Heureusement. De certains qui abusent un peu exactement. De la naïveté de leurs clients. Voilà, par l'argent. Et ils se disent, lui, il capte rien, donc je vais lui mettre ce que je peux lui mettre. Et puis, le professionnel n'a pas le temps, il est sous l'eau, il a sa boîte à gérer. Donc, voilà. C'est pas forcément sa priorité. J'ai eu un rendez-vous hier, je lui ai dit, alors comment vous fonctionnez ? Il a appelé la secrétaire, il lui a demandé les factures. Je crois que j'ai ça, mais c'est pas leur priorité. C'est important que ça marche. Mais quand ça marche, leur priorité, c'est pas ça. Ouais. Il y a tellement d'autres postes dans une société qui peuvent être importants pour eux, alors que c'est ça qui fait aussi tourner leur boîte, parce que maintenant, une société qui n'a plus d'internet, elle est dans le noir. Ouais. Elle ne peut plus bosser, ou c'est très compliqué. Donc, c'est un poste qui est important pour eux, mais le problème, c'est que comme c'est un métier qui est un peu compliqué et qui est dominé par 3 opérateurs, ils font confiance à un interlocuteur. Ouais. Et c'est ça qui peut causer défaut à ces sociétés-là, des fois. Ouais. Et donc, du coup, c'est quoi le déclencheur sur la création de ton entreprise ? C'est quoi qui t'a donné cette idée ? J'ai arrêté SFR, j'ai arrêté, du coup. Pardon, j'ai arrêté. Et donc, c'est là déjà que j'ai retenu plusieurs points. Pourquoi ? On n'a personne dans les entreprises qui gère la téléphonie. Ça peut être autant le comptable que le DSI, que la secrétaire, que le gérant, qu'une employée lambda qui fait de la caisse, et puis c'est elle qui est en charge de ce poste. Personne n'est formé, personne ne sait vraiment ce qu'il paye, pourquoi il paye, et si la solution est réellement adaptée, et si quelque chose est à faire ou pas dessus. Ils ont peur des coupures, parce que qui dit coupure, qui dit pas de travail. Voilà. Donc c'était très compliqué des fois de rentrer dans certaines sociétés, parce que personne ne savait vraiment, donc on était là, mais on n'est jamais trop impartial, parce que on représente une marque, donc il faut la défendre. Voilà. Donc des fois c'était un peu compliqué. Mais juste après ça, j'ai été recrutée par une autre société qui m'a servi en fait de test. Je suis rentrée dedans, je savais que j'allais pas y rester. Mais je me suis dit, voyons comment il fonctionne. On va voir si c'est mieux, on va voir si c'est pire, on va voir comment c'est. Donc c'est pareil. Une société qui vendait aussi des solutions de Tout téléphonie. À fait, mais pas, c'était pas un opérateur en direct. Voilà, c'était un revendeur. Un revendeur, Et donc je suis rentrée là-bas. Pareil, je suis partie en formation 1 semaine sur Nice. On a parlé de tout ce qui est téléphonie. La formation était sympa, était structurée. On a vraiment
parler de tout ce qui est réseau télécom, etc. Donc ça m'a permis de renforcer, on va dire, mes compétences que j'avais déjà acquises en interne chez SFR, de voir que c'était toujours pareil parce que ça évolue très vite. Ouais. Et en fait, c'est quand j'ai vu, eux, leur façon de travailler. Ah oui, d'accord. Que j'ai dit non, mais c'est pas possible qu'il y ait des professionnels qui fassent confiance à des sociétés comme ça. Ah ouais. Quand j'ai vu leur façon de travailler, que j'ai vu ce qu'ils disaient aux clients, comment ils faisaient avec les clients, j'ai dit stop, là, il y a quelque chose à faire. Et que le déclic de ma précédente expérience, ça a tourné dans ma tête et je me suis dit, il faut créer quelque chose pour arrêter ce milieu opaque et obscur et faire quelque chose pour aider les professionnels parce que ils sont pas du tout accompagnés. C'est un constat et peu importe avec qui je parle, qu'ils soient encore employés dans mon ancienne société, celle d'encore avant, qui sont dans la téléphonie, ils me disent oui, mais voilà, c'est opaque, c'est vraiment une omerta dans tout ça. Donc à partir de là, tu fais ce constat et tu dis voilà, il faut que j'aide ces TPE qui sont mal accompagnés dans la recherche de solutions pour leur téléphonie. Tout à fait. Comment tu fais après ? Comment tu fais ? Tu crées tout de suite ta boîte, tu réfléchis, tu en discutes avec quelqu'un, tout de suite. C'est quoi les étapes ? J'en ai discuté autour de moi, j'ai récolté les avis, j'en ai parlé aussi avec mon père qui est chef d'entreprise, qui m'a dit oui, il y a 10 ans, c'était il y a 10 ans, mais pendant un mois, mon opérateur avait donné mon numéro de téléphone à un boucher. Donc pendant un mois, je me suis retrouvée sans téléphone, c'est le boucher qui recevait mes demandes, c'est compliqué, et c'est une super idée, effectivement, c'est vrai que dans ce milieu-là, on va voir quelqu'un, on lui fait confiance, après ça nous saoule, on s'en occupe plus, et c'est des postes qui augmentent continuellement, c'est des besoins qu'on a continuellement, donc il y a quelque chose à faire. Et donc voilà, j'en ai discuté un petit peu. J'en ai discuté avec des clients que j'avais. Voilà, je leur ai dit, quand je rentrais en client, que je voyais qu'ils avaient 4 opérateurs pour une seule offre, je leur disais, mais moi j'ai ça comme idée, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que ça peut être bien, que ça peut être pas bien ? Et puis j'en ai certains qui m'ont dit, dès que c'est créé, vous venez me voir. Ouais. Et donc du coup, là, j'ai dit, ok, j'ai cherché un nom, j'ai contacté le comptable, voilà, et j'ai créé la société en novembre l'année dernière. T'es allé voir des banques ? Tout à fait. Pour avoir des financements, j'imagine. Tout à fait, le vrai parcours du combattant là. C'est vrai. Mais j'avais besoin d'un minimum de financement parce que moi avant j'étais avec une voiture de fonction. J'ai toujours eu une voiture de fonction, donc j'avais pas de véhicule à proprement parler, travail, l'ordinateur du boulot, donc il me fallait un minimum de financement pour commencer, pour faire les flyers, pour payer les conditions générales de vente, pour payer mon site internet, non, ça c'est moi qui l'ai fait toute seule, mais voilà, il fallait un minimum de trésorerie, donc sous les bons conseils d'un ami à moi qui a travaillé dans le milieu bancaire, il m'a dit, la banque c'est pareil que la téléphonie, c'est un interlocuteur qui va faire que ton expérience bancaire va être plus ou moins bonne. Ouais. Donc du coup, on a rencontré toutes les banques sur le marché, toutes anciennes confondues, jusqu'à que quelqu'un comprenne le projet. Parce que comme c'est quelque chose qui n'existe pas en France, qui avait un besoin, j'avais besoin quand même d'un soutien. Même s'il est financier, bancaire aussi, de quelqu'un qui comprenne ce que je fais, pourquoi des fois ça peut mettre du temps, qu'il y a des délais, et que j'avais besoin d'être suivie vraiment par quelqu'un. Donc j'ai sélectionné une banque qui m'a suivie sur le projet, mais j'ai été aussi aidée par France Active. Ah oui, ok. Qui a aussi déposé un dossier et puis... Voilà, je suis passée en commission. etc. Et mon dossier a été accepté, donc ils m'ont suivi aussi sur la partie financière. Et donc du coup, c'est comme ça que ça a pu, on va dire, démarrer. Après, il y a eu encore d'autres étapes, bien sûr, sinon ça serait trop facile, mais voilà. Donc tu as démarré ton activité, premier client, ça se passe comment ? Ça se passe bien ? Tu es plutôt stressée ? Non. Tu as réussi à ça se passe très bien. Ton concept, ton produit ? Tout à fait, parce que c'était une cliente que j'avais vue avec mon ancienne société, la dernière. Et tu avais le droit de faire ça ? D'aller choper des clients dans ancienne société ? Tu t'es pas posé la question ? Non, je ne vais pas poser la question, mais... J'espère qu'on va se revoir derrière les barreaux. Derrière les barreaux, tous les deux. Ils vont appeler. On demandera à Mickaël de nous apporter des oranges. De nous amener, voilà. Orange is the new black, ouais. C'est d'actualité en plus. Voilà. Ouais. Donc j'ai été la voir et je lui ai proposé ma prestation sous forme de partenariat. Je lui ai dit, normalement ma prestation est payante, je suis consultante en entreprise. Ouais. Ce que je propose, c'est que je vous la fasse gratuitement
Et en contrepartie, vous m'aidez à m'apporter en visibilité. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, photos pour LinkedIn, avis Google, recommandations, etc. Et ça a été ma première cliente et elle m'a suivie, elle m'a fait confiance. Et du coup, elle a été très contente. Je l'ai rééquipée, je lui ai refait tout ce qu'il y avait à faire, l'audit, l'appel d'offres, rééquipement du coup des téléphones, support de téléphone pour les camions parce qu'ils ont besoin d'avoir des bras longs. Donc, elle avait besoin de conseils, de casques pour les ordinateurs. Du coup, je lui ai fait tout un package et voilà, et elle était ravie. Et c'est elle qui m'a permis aussi de me lancer en me faisant confiance, de mettre tout en place aussi, parce que c'est tout un acheminement avant que la solution finale soit déployée. Donc voilà. Ok, donc là aujourd'hui c'est... Je lui rapproche son micro. Donc là aujourd'hui c'est bon, c'est fait, t'as créé ta boîte. Oui. T'as des clients, ils sont contents, ils sont satisfaits. Tout à fait. Est-ce que toi, t'es heureuse ? Bien sûr, bien sûr, parce que je fais enfin quelque chose où c'est plus du forcing comme on était commercial, où on avait des objectifs, où le 30 du mois, si le client il filait sur le mois d'après, c'était qu'est-ce que je vais dire à mon responsable, j'ai pas fait mon objectif, ou je dois faire mon objectif, ou vite, faut que j'aille chercher un contrat, où c'était toujours du stress permanent. C'est le métier qu'il veut encore, et j'ai aimé l'avoir des fois ce stress, mais c'est pas vivable sur le long terme. C'est beaucoup de travail, sachant qu'un métier de commercial, ça peut être 15 rendez-vous par semaine, sans compter après les 100 appels minimum qu'on doit faire en phoning, et sans compter la prospection physique, sans compter les formations qu'on doit faire en interne, aller au siège pour les réunions, etc. Et tout ça est regroupé en 5 jours. C'est très sport, c'est très stressant, donc c'est super de faire ça. Moi, j'ai adoré, mais à un moment donné, je me suis essoufflée. Je me suis dit, je peux plus accompagner le client quand il y a des problèmes. Voilà. Et là, en fait, maintenant, je peux enfin rendre service aux entreprises sans avoir ce stress. Sans me dire, voilà, maintenant qu'il y a une coupure, je peux plus les accompagner, je les redirige vers un service client qui va pertinemment rien comprendre. Donc c'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour moi, ils harcèlent, ils sont pas contents, on est l'interlocuteur direct, donc on est obligé de répondre au téléphone, et c'est à nous qui s'en prennent, et c'est normal, c'est nous qui avons mis en place la solution. Là maintenant, c'est vraiment du conseil. Donc du coup, voilà, quand ils ont un petit problème, voilà, c'est plus on m'engueule comme avant. Qu'est-ce que vous m'avez mis, pourquoi la box ça marche plus, qu'est-ce qui se passe, alors que c'est le réseau qui a été coupé par un coup de marteau-piqueur, moi j'y suis pour rien quoi. Mais voilà, maintenant on est vraiment dans le conseil, et c'est ça qui fait que ça me plaît beaucoup, parce que je suis plus obligée de forcer les clients, je les accompagne. C'était ça qui était le plus frustrant pour toi quand tu étais commercial, de ne pas pouvoir les aider quand ils avaient un problème après que tu aies vendu une solution qui finalement n'était pas une solution, qui transformait en problème. Dans la téléphonie, c'est un métier qui est tellement récent, c'est un milieu qui est tellement vaste, avec tellement de choses, que tous les opérateurs ont des problèmes. Peu importe qu'ils soient historiques ou pas, c'est quelque chose qui est nouveau, et c'est quelque chose où on apprend encore, et les opérateurs apprennent encore. Donc des fois, c'est pas de leur fait, c'est un technicien qui a débranché la prise fibre dans l'armoire pour brancher le voisin d'à côté, parce qu'il n'y avait plus de place. C'est pas de la faute de l'opérateur, lui, il y est pour rien. Mais on va garder une mauvaise image, donc on va garder une mauvaise image du commercial, on a beau leur expliquer, le but final, enfin la fin, c'est qu'ils ont été coupés, qu'ils n'ont pas pu bosser. Mais voilà, donc c'est compliqué. Donc du coup, tu as réussi à... En fait, aujourd'hui, tu fais encore de la vente, on est d'accord, c'est toujours de la vente, c'est différent, parce que c'est de la vente conseil. Tout à fait. Tu vends quand même une solution. Je vends mes services, tout à fait. Tu vends tes services, mais tu as réussi à garder ce que tu aimais bien dans ce côté vente, le conseil, et à transformer cette frustration de ne pas pouvoir aider quand il y avait un problème. Tu as réussi à la transformer, puisqu'aujourd'hui, tu peux aider, même si il y a un problème qui peut arriver chez un client, une coupure, etc. Tu seras là pour l'accompagner vers une solution. Tout à fait. Et puis tout ce que je mets en place dans les entreprises, maintenant, je fais attention qu'il y ait un secours en cas de panne. C'est quelque chose que je leur dis dès le premier rendez-vous. Comment vous faites si demain vous êtes coupé ? Je sais pas. Voilà. Mais on va mettre quelque chose en place. Après, s'il y en a, je leur dis, si ça vous dérange pas d'être coupé, que vous pouvez bosser quand même, on n'est pas obligé d'opter pour cette solution, parce que des fois, elles ont des coûts, même si des fois c'est dérisoire d'une dizaine d'euros, il y en a, ils veulent pas les mettre. On a beau leur expliquer, ils préfèrent se dire, on verra à ce moment-là. Mais le but maintenant, c'est d'équiper et de leur poser les questions. Comment vous fonctionnez s'il y a une panne ? Qui c'est que vous appelez ? Et là, de mettre la solution directement. Comme ça, si ça arrive, ils sont éduqués, ils savent ce qu'ils doivent faire, qui c'est qu'ils doivent appeler, et qu'est-ce qui est mis en place à ce moment-là. Ce que je ne pouvais pas faire avant. Voilà.
C'était quoi ta pire nuit blanche Bon, à part depuis que t'as ta fille. Je connais bien ça, tu vois. Il y a des nuits où on dort pas forcément. Non. Mais quand tu as lié justement à ça, tu as eu des angoisses quand tu as créé ton entreprise. Il y a des moments où tu as douté, il y a des moments où tu t'es dit ça va pas le faire, je vais pas réussir à concrétiser ce projet. Bien sûr. Déjà quand certaines banques m'ont dit oui, bon, ils comprenaient le concept, etc. Mais comme il n'y a pas de... Ben, si je veux ouvrir une boulangerie demain, ils vont dire ok, avenue passante, vous allez faire tant de baguettes par jour, on peut facilement se projeter sur un business plan. Là, comme c'est quelque chose qui n'existait pas et que c'était des chiffres que je pensais qu'ils pouvaient arriver, etc. Mais des fois, ça ne me suivait pas, des fois j'avais des refus. Avant de passer avec France Active, je suis passée par Béarn Initiative, qui m'ont pas suivi, donc je me suis dit est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que ça va marcher, voilà. Donc bien sûr qu'on doute des fois, mais si on croit en projet, on doute, mais ça part aussi vite et le lendemain on se lève et on repart. On met les gants et on y va. Et si tu avais un conseil à donner, tu vois, à quelqu'un comme toi, puisque tu as eu un parcours quand même qui est je dirais pas atypique, tu vois, mais quand même avec beaucoup de force, beaucoup de résilience, parce que tu as vécu des succès, des échecs, mais tu as quand même toujours tenu cette ligne, tu vois, cette corde où la vente, c'est quelque chose qui t'intéressait. Tu as réussi à t'auto-former avec les formations, pas les formations, mais avec les expériences que tu as eues. Tout à fait. Dans la vente, tu n'as jamais rien lâché. Tu as compris à un moment donné qu'il y avait un besoin, tu vois, quelque part, qu'il n'y avait pas forcément de réponse à ce besoin. Tu as créé ton entreprise qui répond à ce besoin-là aujourd'hui. Tu vois, c'est ça ton parcours en fait. Tu vois, toute cette résilience et le fait d'avancer, de continuer à croire que tu peux toujours y arriver. Si tu avais un conseil à donner aujourd'hui à quelqu'un qui, comme toi, tu vois, ne fait pas d'études, qui s'arrête à un CAP et qui a envie quand même de créer quelque chose, tu lui donnerais quoi comme conseil ? D'écouter son instinct. Parce que moi, des idées de société et de création de société, j'en ai depuis que j'ai 15 ans. J'ai pensé à des boulangeries drive, que ça n'existait pas, parce que je suis un peu feignante, descendre de la voiture pour aller chercher une baguette, ça me saoulait. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. J'ai eu plein de choses. Les médicaments sur ordonnance, les petits papis mamies ne peuvent pas y aller. Pourquoi on ne met pas des Deliveroo de médicaments ? Maintenant, ça existe. Mais je ne croyais pas ça en mon projet. Je me disais, oh là là, ça va être long, ça va prendre du temps, etc. Mais quand on a cet instinct, cette chose qui nous dit, là, ça va marcher, vas-y, il ne faut pas écouter les gens autour de nous, parce que moi des fois on me l'a dit, ah bon, t'es sûr, tu crois que ça va marcher, mais il y a beaucoup de concurrence et c'est qui ta cible, et les banques qui m'ont pas forcément des fois suivi ou les organismes, je me suis toujours dit, si là il y a quelque chose à faire, et si on écoute son instinct, qu'on est sûr qu'on baisse pas les bras, et ben faut y aller si on est sûr, qu'on est convaincu que ça va marcher, peu importe que c'est un concept qui existe ou qui n'existe pas, parce que y a tellement de choses aujourd'hui que des fois on peut pas faire quelque chose qui n'existe pas, mais on peut prendre quelque chose et l'améliorer ou créer quelque chose qui est déjà existant. Mais si on a envie de le faire et on est motivé, on compte pas ses heures et qu'on a envie de se challenger aussi, parce que c'est du challenge et on nous met des bâtons dans les roues sans vouloir, il faut pas baisser les bras, il faut continuer. Il faut continuer, parce que plusieurs fois je me suis dit, bon allez là, stop, c'est trop compliqué, on me demande trop de choses, parce que j'en ai eu beaucoup, pour les créations de société, le sirène, le dépôt de capital. Il y avait toujours quelque chose qui marchait pas, il faut rajouter d'un côté, il faut rajouter de l'autre. Voilà. Donc, il y a toujours, surtout l'administratif, on va avoir des bâtons. Mais voilà, si on croit au projet, il faut continuer, peu importe qu'on ait fait un CAP, qu'on vienne d'une école supérieure de commerce, ça peut être pareil, avec expérience, avec ou sans diplôme. Si on croit, il faut foncer. Il faut foncer, et puis au moins on ne regrettera pas. Moi, je pars de ce principe-là, c'est qu'il ne faut pas regretter dans la vie et attendre, se dire dans 10 ans, lui il l'a fait, ma boulangerie drive, voilà. Il y a quelqu'un qui a fini par la faire. Et je me suis dit, si je l'avais fait, mais voilà, mais c'est vrai, c'est une bêtise. Après, je l'ai vu monter un peu plus tard, 2, 3, 4 ans après, je me suis dit, si je l'avais fait. Mais voilà, c'est pas grave, c'est pas... T'as fait autre chose. Voilà, j'ai fait autre chose et je préfère faire ce que je fais maintenant, honnêtement. Des fois, avec je me dis, c'est un signe. Aussi. Voilà, c'est un signe, il y a des signes, il faut toujours suivre son instinct, c'est le plus fort et c'est le meilleur. T'es comme ça, tu regardes tu vois des signes, clairement. Pour moi, c'est important de suivre son instinct et de se dire,
Si là, j'y vais pas, c'est un signe. Des fois, il faut passer au-dessus parce qu'on se dit on n'y va pas, mais justement, c'est un challenge. Mais c'est ça qui est important, c'est l'instinct. Et c'est au fond de nous qu'on sent s'il faut continuer ou pas. Ouais, tu sens au fond de toi s'il faut y aller si ou ça pas te fait vibrer ou pas, quoi. C'est ça. Okay. Pour moi, c'est ça de plus important. Ouais, mais je partage ça. Ouais. C'est vrai. Bon, ben ça va alors. Ouais. Il n'y a pas un moment où tu as eu un petit regret quand même de ne pas avoir fait une école de commerce ou un BTS? Alors si, j'ai hésité. C'est pour ça que j'ai demandé des conseils à Michael qui a fait ses études à l'ESC sur tout. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai eu comme qui aurait pu être une barrière pour moi du fait de créer la société. Tu veux dire le truc la communication, le droit des sociétés, des choses comme ça. Mais non, même pas. Mais rien que de créer les statuts. Non, pas un bilan, un business plan. Un business plan. Ouais. Voilà, c'est compliqué et tout ça. Lui, il l'a vu dans ses études, donc. Je l'aurais vu, j'aurais pu le faire aussi toute seule et ça apprend beaucoup de choses. Ouais. Donc moi, j'avais hésité à reprendre mes études parce que c'est pas parce que j'en ai pas fait que je dis pas qu'il faut pas en faire et qu'on peut arriver à beaucoup de choses sans en faire. Je trouve qu'aussi les études, ça apprend beaucoup de choses et que j'aurais pu en faire, ça m'aurait apporté encore plus pour ma société peut-être. Mais je me suis armée de mon entourage qui en a fait et qui m'ont aidée. Mais voilà, j'ai hésité parce que c'est juste le manque de temps, je pense, entre le fait que je les reprenne et la création de sociétés qui ne m'ont pas permis de les faire. Mais j'aurais eu plus de temps, j'aurais peut-être fait un équivalent pour avoir un diplôme qui m'aurait armé encore plus dans ce métier-là et dans la création de sociétés, la communication, etc., qui est appris par exemple ici, aujourd'hui, en cours. Okay. Donc étudiez bien. Merci beaucoup Fanny pour cet échange, c'était très riche. On peut trouver Telco Consulting sur internet, tu tapes Telco Consulting sur Google, tu vas trouver Telco Consulting. Normalement, donc si vous êtes une TPE, une entreprise qui a besoin de solutions de téléphonie, box, internet et de conseils, n'hésitez pas. Tout en impartialité, c'est ça qui est important de le dire. Et continuez à nous écouter sur Éclosion et n'hésitez pas à mettre un j'aime là où vous êtes sur la plateforme où vous nous écoutez. Des petites étoiles sur Spotify, c'est bien, ça nous permet de remonter dans les listes. Et puis il y a des beaux podcasts à écouter en plus. Ouais. Parce que du coup j'ai fait le tour et il y a des très beaux parcours. Ouais. C'est lequel que tu as préféré? J'hésite entre, j'ai perdu son nom, la dame qui a travaillé dans l'automobile. Je dis Marie, voilà. Marie Rubuche, parce que pareil, c'est inspirant, comme elle disait, elle venait, elle avait personne dans le métier de l'automobile, elle arrivait toute seule, c'est une femme. On le sait en tant que femme que des fois ça peut être un peu plus compliqué, encore même en 2024. Alors j'imagine pas elle quand elle est rentrée en 2008, je crois, chez Renault Sport, ça a dû être. Donc elle, je lui tire mon chapeau, je trouve ça très très inspirant. Et monsieur Philippe Cascarer, voilà, du groupe qui lui aussi, waouh, quel parcours aussi inspirant. Mais on va terminer sur ces belles phrases. Merci.